Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Chapitre 1, le deuil et la calomnie. La pluie tombait en cadence rythmique contre la vitre alors que Clara Vinton se tenait immobile devant le petit hôtel qu'elle avait créé. Une simple photographie encadrée, le visage souriant de son mari, capturé sous un soleil éclatant, reposait sous une bougie vacillante. 2 jours. Leur mariage n'avait duré que 2 jours avant que le destin ne le lui arrache cruellement, la laissant seule dans un monde qui lui avait déjà pris tout ce qu'elle aimait. Les doigts tremblants de Clara traçaient le bord du cadre argenté, son alliance captant la lumière de la bougie. À 26 ans, elle était veuve. Le mot lui semblait étranger sur la langue, amer et immérité. Elle n'avait été épouse que pendant 48 heures avant de devenir cela, cette coquille vide de femme drapée de noir, recevant les condoléances d'étrangers qui chuchotaient derrière son dos au sujet de la tragédie. « Quelle est mon erreur » murmura-t-elle à la photographie, sa voix se brisant. « Pourquoi m'as-tu laissé seule ici ?» La beauté qui avait autrefois fait sa fierté lui semblait maintenant une malédiction. Avec une peau couleur de cuivre bruni et des yeux si sombres qu'ils réfléchissaient comme des bassins de minuit, Clara avait toujours attiré l'attention. Son défunt mari disait souvent que sa beauté était d'un autre monde, comme quelque chose que le ciel avait égaré sur terre. Maintenant, cette même beauté ne faisait qu'intensifier la tragédie que les gens voyaient lorsqu'ils la regardaient, la jeune veuve stupéfiante, trop charmante pour être laissée seule. À l'extérieur, la petite ville de Cresthaven continuait son rythme ordinaire, indifférente à son chagrin privé. Clara n'avait plus de famille pour la réconforter. Ses parents étaient morts quand elle n'avait que 7 ans, la laissant aux soins de sa tante Béatrice, qui l'avait élevée avec un amour sévère mais sincère. Puis Béatrice avait succombé au cancer 3 mois seulement avant le mariage de Clara, la laissant vraiment seule, à l'exception de l'homme qui avait promis d'être sa famille pour toujours. Maintenant, il était parti aussi. La modeste maison lui semblait caverneuse. Elle avait été destinée au rire de leurs futurs enfants, au dîner du dimanche, à vieillir ensemble. Au lieu de cela, elle résonnait d'absence. Après les funérailles, lorsque le dernier voisin porteur de plats cuisinés était reparti avec des yeux de pitié, Clara s'était effondrée devant cet hôtel et n'avait pas bougé pendant des heures. L'argent qu'ils avaient économisé durerait peut-être 3 mois. La police d'assurance vie de son mari était contestée une technicité concernant la demande. Sa famille, qui ne l'avait jamais approuvée, avait disparu immédiatement après l'enterrement, emportant avec elle toute obligation qu'elle aurait pu ressentir. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant » murmura Clara. Son front pressé contre le verre froid de sa photographie. La réponse vint non pas par des mots, mais par un souvenir. Il faisait du bénévolat dans une soupe populaire locale, le jour où il l'avait demandé en mariage. « Tes mains sont faites pour élever les autres » lui avait-il dit. « C'est pourquoi je suis tombé amoureux de toi. » Clara releva lentement la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Peut-être y avait-il encore un but. Le repas du cœur 3 semaines plus tard, Clara se tenait dans sa cuisine, remuant une énorme marmite de soupe aux légumes. La table qui n'avait douloureusement accueilli qu'elle seule était maintenant garnie de pain qu'elle avait cuit avant l'aube. Les meubles de son salon avaient été réarrangés pour créer de l'espace pour les hommes qui viendraient. Les sans-abri, les affamés, les oubliés. « C'est pour toi » murmura-t-elle, imaginant le sourire approbateur de son mari. « C'est ainsi que je te garde avec moi. » Le premier coup a sonné précisément à midi. Clara lissa sa simple robe bleue, attacha son tablier plus solidement et ouvrit la porte avec un doux sourire. « Bienvenue » dit-elle à l'homme au trait buriné sur son porche. « Veuillez entrer pour vous réchauffer. » Le soir, elle avait nourri 17 hommes. Certains étaient clairement sans abri, leurs possessions portées dans des sacs à dos cabossés. D'autres étaient simplement en difficulté, des ouvriers d'usine licenciés, des vétérans luttant pour leur réintégration. Clara parlait peu, mais elle les servait avec dignité, s'assurant que chacun prenne une deuxième portion s'il le souhaitait, renvoyant les plus robustes avec du pain supplémentaire enveloppé dans un linge propre. Alors que le dernier homme partait en hochant la tête pour la remercier, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis les funérailles, un but. La douleur demeurait, creusant un vide sous ses côtes, là où le bonheur avait vécu. Mais à côté, il y avait maintenant autre chose, quelque chose comme la paix. Elle était en train de laver la dernière marmite lorsque l'on frappa. S'essuyant les mains, Clara ouvrit la porte et trouva Madame Hargrove, la gardienne morale autoproclamée de la ville, debout sur son porche, les lèvres pincées. « Clara »
dit la femme plus âgée, n'attendant pas d'invitation avant d'entrer, je suis venue par inquiétude. Inquiétude, fit écho Clara. J'ai entendu parler de vos visiteurs aujourd'hui, dit Madame Hargrove, son regard balayant la cuisine, s'attardant sur les bols vides. Jeune femme, vous devez considérer les apparences. Une belle veuve vivant seule qui reçoit des hommes. Je nourrissais ceux qui en ont besoin, dit Clara doucement, sa colonne vertébrale se redressant. Mon mari et moi faisions du bénévolat au refuge en ville. C'est ainsi que j'honore sa mémoire. L'expression de Madame Hargrove s'adoucit en quelque chose de pire que la désapprobation, de la pitié. Ma chère, les intentions comptent peu lorsque la réputation est en jeu. C'est une petite ville, les rumeurs se propagent. Merci de votre inquiétude, dit Clara fermement, se dirigeant vers la porte, mais je sais ce que je fais. Après le départ de la femme, Clara s'est appuyée contre la porte fermée, le cœur battant. Était-elle naïve? Devait-elle se soucier de ce que les autres pensaient? Elle retourna à son hôtel et s'agenouilla devant lui. Je n'arrêterai pas, promit-elle à la photographie. Cela me donne une raison de me réveiller chaque matin. Ils peuvent parler. Les mots ne peuvent pas me blesser plus que je ne l'ai déjà été. Le poids du faux jugement mais les mots, découvrit Clara au cours des semaines suivantes, portaient leur propre poison. Cela commença par des salutations altérées à l'épicerie. Les femmes qui avaient auparavant offert leurs condoléances détournaient maintenant les yeux ou chuchotaient derrière leurs mains. Les hommes la regardaient différemment, certains avec des regards nouvellement appréciateurs, d'autres avec un mépris non dissimulé. Charité, renifla une femme bruyamment au passage de Clara. C'est ce qu'elle appelle ça. À l'église, le banc autour d'elle restait vide malgré le service bondé. Le pasteur parla de jugement et de pardon tout en la fixant directement. Clara gardait la tête haute, bien qu'à l'intérieur elle s'effondrait. Les fissures de son cœur, à peine en train de guérir, se sont élargies à chaque épaule froidement tournée, à chaque accusation murmurée. Un après-midi pluvieux, elle trouva des mots grossiers peints à la bombe sur sa boîte aux lettres. Les mains tremblantes, elle les a frottés avant qu'aucun de ses visiteurs ne puisse les voir, des larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Cette nuit-là, elle a finalement craqué. Quelle est mon erreur, sanglota-t-elle devant l'autel, son corps recroquevillé sur le sol comme un animal blessé. J'ai perdu tout le monde, je t'ai perdu, et maintenant ils me prennent même ma dignité. Je ne veux pas vivre comme ça. La photographie est restée silencieuse, le sourire figé de son mari n'offrant aucune solution. Clara s'est hissée à genoux, joignant ses paumes dans une prière désespérée. S'il te plaît, murmura-t-elle, donne-moi la force de continuer ou enlève-moi de ce monde pour être avec ceux que j'ai perdus. Aucune réponse divine ne vint, seulement le battement régulier de la pluie contre le toit, mais quelque chose s'est solidifié à l'intérieur de Clara. Une résolution née de la partie la plus profonde de son chagrin. Elle ne leur permettrait pas de détruire cette seule chose qui donnait un sens à sa vie. Elle ne s'inclinerait pas devant leur cruauté. Le lendemain, elle ouvrit sa porte à midi, comme toujours. La rumeur de ses prétendues activités s'était répandue dans la ville comme une traînée de poudre, et seulement 12 hommes sont venus. Certains qui étaient devenus des habitués détournaient honteusement le regard en mangeant, conscients des rumeurs mais trop affamés pour refuser sa générosité. Peu importe ce qu'ils disent de moi, dit Clara à un vétéran âgé qui s'était excusé pour le comportement de la ville. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas faim aujourd'hui. Et cela a continué. Clara Vinton, autrefois respectée en tant que jeune mariée, puis plainte en tant que jeune veuve, marchait maintenant à travers la ville portant un poids plus lourd que le chagrin, le fardeau du faux jugement. Veuve, prostituée, l'appelaient-ils derrière leurs mains et leurs portes closes. La charité de son travail transformée en quelque chose de sordide par des esprits avides de scandale. Chaque nuit, elle pleurait devant la photographie de son mari. Chaque matin, elle se levait pour cuire du pain et faire de la soupe. La guerre entre son cœur brisé et son esprit têtu faisait rage quotidiennement, aucune des deux parties ne voulant se rendre, jusqu'à la nuit où la tempête la plus violente de la saison amena un visiteur inattendu à sa porte, un visiteur qui allait tout changer. Chapitre 2, Providence orageuse. La pluie tombait en rideaux violents, transformant la rue tranquille en une rivière déchaînée. La foudre a fendu le ciel nocturne, illuminant l'élégante Bentley noire qui a dérapé dangereusement sur la route inondée. À l'intérieur, Léo Carvé serrait le volant avec des jointures blanches, se maudissant d'avoir congédié son chauffeur plus tôt dans la soirée. « Allons-y », murmura-t-il. Alors que le moteur crachotait, la voiture a fait un bond en avant une fois de plus avant de s'éteindre complètement, le laissant échouer dans la pire tempête que Cresthaven ait connue depuis des décennies.
À 32 ans, Léo avait amassé le genre de fortune dont la plupart des hommes ne faisaient que rêver. Sa société de technologie, Carvé Solutions, avait révolutionné le stockage d'énergie renouvelable, le rendant non seulement riche, mais puissant. Le Time Magazine l'avait présenté en couverture l'année dernière, le milliardaire avec une conscience, mais ce soir, tout son argent et son influence ne signifiaient rien contre la fureur de la nature. Un autre éclair a révélé une petite maison à proximité, dont la lumière du porche brillait comme un phare à travers l'averse. Léo a saisi son téléphone et sa veste en cuir coûteuse, puis s'est préparé avant d'ouvrir la portière de la voiture. Le vent a failli le faire tomber alors qu'il pataugeait dans l'eau jusqu'aux chevilles vers la maison. Au moment où il a atteint le porche, il était trempé jusqu'aux os, son costume sur mesure collant inconfortablement. L'eau ruisselait de ses cheveux noirs dans ses yeux alors qu'il frappait fermement à la porte. À l'intérieur, Clara Vinton sursauta au bruit. Les visiteurs ne venaient jamais après la tombée de la nuit, surtout pas par un tel temps. Elle était agenouillée devant l'autel de son mari, comme elle le faisait chaque nuit, ses prières interrompues par la violente tempête. Posant son chapelet, elle s'approcha de la porte avec prudence. « Qui est-ce » appela-t-elle, une main posée sur le verrou. « Je suis désolé de vous déranger » répondit une voix grave. « Ma voiture est en panne. J'ai juste besoin d'utiliser un téléphone. » Clara hésita. Les rumeurs à son sujet s'étaient aggravées chaque semaine. Que diraient les gens s'ils savaient qu'elle laissait un étranger, un homme, entrer chez elle la nuit? Mais les hurlements de la tempête firent sa décision. Elle ne pouvait laisser personne dehors par un tel temps. « Juste un instant, » dit-elle, allumant la lumière du porche avant d'ouvrir la porte. L'homme qui se tenait devant elle ressemblait plus à un chat noyé qu'à l'étranger dangereux qu'elle avait craint. Malgré ses vêtements visiblement coûteux, il semblait inoffensif, grand et mince, avec des yeux aimables qui montraient de l'embarras plutôt que de la menace. « Merci, » dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « Je suis Léo Carvé. Ma voiture est morte à environ 50 mètres plus loin. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent légèrement en signe de reconnaissance. Même dans son deuil isolé, elle connaissait ce nom. Son visage avait été sur des magazines à la caisse de l'épicerie. Un PDG milliardaire se tenait, dégoulinant, sur son paillasson usé. « Veuillez entrer, monsieur Carvé, » dit-elle, s'écartant. « Vous êtes complètement trempé. » Léo entra dans la modeste maison, immédiatement conscient de sa chaleur, non seulement en température, mais en atmosphère. L'espace était simple mais impeccablement entretenu, avec des jetés crochetés à la main et le parfum persistant du pain fraîchement cuit. « Je ne veux pas m'imposer, » dit-il, soudain conscient de la flaque d'eau se formant sous lui. « J'ai juste besoin d'appeler à l'aide. »« Personne ne viendra par ce temps, » répondit Clara pratiquement. « Pas avant le matin, du moins. Les routes sont gravement inondées dans cette partie de la ville. » Elle disparut brièvement dans une autre pièce, revenant avec une serviette propre et un ensemble de vêtements pour hommes. « Ceci devrait aller. »« Ils sont. » Elle s'arrêta. « Ils sont propres. Vous pouvez vous changer dans la salle de bain au bout du couloir. » Léo accepta les articles avec une gratitude sincère. « Merci, mademoiselle. Vinton. »« Clara Vinton, » dit-elle. Elle n'ajouta pas, veuve, comme la ville l'avait conditionnée à le faire. Pour ce moment avec cet étranger, elle était simplement Clara. « Merci, mademoiselle Vinton. Je n'oublierai pas votre gentillesse. » Chapitre 3, un refuge inattendu. Lorsque Léo émergea de la salle de bain portant la simple chemise en flanelle et le jean que Clara lui avait fourni, il la trouva dans la cuisine, remuant quelque chose qui sentait divinement bon sur la cuisinière. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim, » dit-elle sans se retourner. « C'est juste de la soupe aux légumes, mais elle est chaude. » Léo la regarda tranquillement, frappé par son profil dans la lumière douce de la cuisine. Elle était indéniablement belle, avec des traits délicats et une peau brune lisse qui semblait briller de l'intérieur. Mais il y avait autre chose chez elle. Une dignité qui semblait en contradiction avec son humble environnement. Et sous cela, une profonde tristesse qu'elle portait dans la courbe de ses épaules. « C'est très gentil, » dit-il, prenant place à la petite table lorsqu'elle lui fit signe de le faire. « Je n'ai pas mangé de soupe maison depuis, eh bien, probablement depuis l'enfance. » Clara plaça un bol fumant devant lui, ainsi que d'épaisses tranches de pain frais. « Mangez pendant que c'est chaud, » dit-elle simplement, se tournant pour essuyer le comptoir déjà impeccable plutôt que de se joindre à lui. La soupe était délicieuse, simple, mais parfaitement assaisonnée. Léo mangea avec reconnaissance,
surpris de la faim qu'il avait. Dehors, le tonnerre grondait et la pluie martelait les fenêtres. Mais à l'intérieur de la cuisine de cet inconnu, il ressentit une paix inattendue. « C'est merveilleux, dit-il. Merci. » Clara hocha la tête mais dit peu. Elle était inhabituelle à la conversation ces jours-ci. Ses interactions quotidiennes consistaient à servir de la nourriture à des hommes qui la plaignaient trop ou la respectaient trop peu pour s'engager dans un véritable dialogue. « Vous vivez à Cresthaven depuis longtemps ?» demanda Léo, essayant de combler le silence. « Toute ma vie » répondit-elle. « Mon mari et moi avons acheté cette maison après notre mariage. » Sa voix se brisa légèrement sur le mot « mari », mais elle se rétablit rapidement. Léo remarqua le passé et l'alliance qu'elle portait toujours. « Je suis désolé pour votre perte » dit-il doucement. Quelque chose dans son ton, sincère plutôt que de la pitié, fit Clara rencontrer ses yeux pour la première fois. « Merci » dit-elle, les mots portant le poids d'une vraie gratitude. Les lumières vacillèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement, plongeant la maison dans l'obscurité. « Restez assis. » La voix calme de Clara traversa le noir. « J'ai des bougies. » Quelques instants plus tard, une allumette s'enflamma, et Clara se déplaça avec confiance dans la cuisine, allumant des bougies qu'elle plaça sur diverses surfaces. L'espace se transforma dans la lueur chaude, les ombres dansant sur les murs alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. « Je devrais vous laisser faire vos appels, » dit Clara, plaçant une bougie sur la table. « Votre famille doit s'inquiéter. » Léo secoua la tête. « Pas de famille à s'inquiéter, » répondit-il, se surprenant lui-même par l'aveu. « Juste une assistante qui profite probablement de sa nuit de congé loin de mes exigences. » Un coup de tonnerre particulièrement violent secoua la petite maison, faisant légèrement sursauter Clara. « Avez-vous peur des orages ?» demanda Léo. « Non, dit-elle doucement, mais mon mari est mort par un temps comme celui-ci. Un accident de voiture sur Old Creek Road. Le pont a été inondé, et... » Elle ne termina pas la phrase. Léo sentit une torsion d'empathie. « Récemment ? » « Il y a 2 jours après notre mariage, » répondit Clara, sa voix ferme malgré la douleur derrière ses mots. « Il y a 4 mois maintenant. » L'énormité de cette perte fit taire Léo. Aucune platitude ne semblait adéquate. Alors que l'horloge sonnait 10 heures, Clara s'excusa brièvement. Léo resta assis seul dans la cuisine éclairée aux chandelles, écoutant la tempête. Curieux de son hôte discret, il s'aventura dans le salon, où d'autres bougies brûlaient. Ses yeux furent attirés par un petit autel dans le coin. Une photographie encadrée d'un jeune homme souriant se tenait entouré de bougies et d'un chapelet. Des fleurs fraîches, de simples fleurs des champs, non des arrangements coûteux, reposaient devant elle. Léo recula discrètement lorsqu'il entendit Clara revenir, mais pas avant d'en comprendre davantage sur la femme qui l'avait accueillie. « Il y a une chambre d'amis à l'étage, » dit Clara, apparaissant dans l'embrasure de la porte. « J'ai mis des draps propres sur le lit. » La tempête ne faiblit pas et il ne serait prudent pour personne de conduire par ce temps. « Vous en avez fait plus qu'assez » commença Léo, mais Clara secoua la tête. « S'il vous plaît. Je m'inquiéterais toute la nuit si vous partiez par ce temps. » Plus tard, alors que Léo était allongé dans le lit étroit de la chambre d'amis, il écoutait la pluie marteler le toit. À travers le mince mur, il pouvait entendre des sons doux provenant de la chambre de Clara, pas des pleurs exactement, mais la cadence indubitable de la prière, des murmures sincères parfois brisés par l'émotion. « J'essaie » l'entendit-il dire clairement lors d'une brève accalmie de la tempête. « Je ne sais pas si c'est assez, mais j'essaie de te rendre fier. » Quelque chose dans ces mots et la vulnérabilité brute derrière eux toucha profondément Léo. Dans son monde de salles de conseil d'entreprise et de décisions calculées, une émotion aussi sincère était rare. Il avait presque oublié qu'elle existait. Alors qu'il s'endormait, bercé par le rythme de la pluie et les prières murmurées de Clara, Léo Carvé, qui croyait aux données et à l'innovation plutôt qu'au destin, eut l'étrange sentiment que la panne de sa voiture n'avait pas été un accident du tout. Chapitre 4 – Fausses accusations. Le matin arriva avec une douce clarté après la fureur de la tempête. La lumière du soleil se déversait alors que Léo se réveillait dans le lit inconnu. Pendant un instant, il fut désorienté, avant de se souvenir des événements de la nuit précédente, sa voiture en panne et la gracieuse veuve qui lui avait montré une gentillesse inattendue. En bas, il trouva Clara déjà vêtue d'une simple robe bleue, ses cheveux sombres attachés, préparant un modeste petit déjeuner. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, apparemment non surprise de le trouver en train de la regarder depuis l'embrasure de la porte.
Bonjour, dit-elle. J'espère que vous avez bien dormi malgré la tempête. Mieux que je ne l'ai fait depuis des mois, admit Léo sincèrement. Merci encore pour votre hospitalité. Clara hocha la tête, plaçant une assiette d'œufs et de pain grillé devant lui. J'ai appelé le garage Peterson ce matin. Il devrait être là dans l'heure pour regarder votre voiture. Léo mangea avec reconnaissance, remarquant que Clara ne prenait qu'une petite portion pour elle-même. Leur conversation est restée légère, les dégâts de la tempête, les prévisions météorologiques des sujets neutres qui ne nécessitaient aucun investissement émotionnel de la part de l'un ou de l'autre. Pourtant, Léo se surprenait à l'étudier lorsqu'elle ne regardait pas, intrigué par la contradiction qu'elle présentait, une femme portant un deuil profond, mais faisant preuve d'une telle gentillesse sincère envers un étranger. Le grondement d'une dépanneuse interrompit leur petit déjeuner. Dehors, deux mécaniciens en combinaison tachée de graisse examinaient la Bentley inondée de Léo. De l'eau dans l'admission, dit le mécanicien plus âgé, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il faudra la remorquer jusqu'au garage. Probablement un jour ou deux pour la réparer, monsieur Carvet. Léo hocha la tête, sortant son portefeuille. C'est bon. Tout ce dont elle a besoin. Alors qu'il discutait des détails avec le mécanicien, Léo remarqua trois jeunes hommes affalés contre une clôture de l'autre côté de la rue, observant avec un intérêt non dissimulé. Leur regard alternait entre sa voiture coûteuse et Clara, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Il reste chez la veuve, hein » cria l'un d'eux assez fort pour que Léo l'entende. « Combien ça vous a coûté pour la nuit ?» Léo se retourna, les sourcils froncés. « Excusez-moi. » Le mécanicien parut mal à l'aise, soudain très concentré sur son presse-papier. Le visage de Clara s'était figé. Ses yeux baissèrent vers le sol. Le plus audacieux des jeunes hommes s'approcha. « Je demande juste quel est le tarif en vigueur ces jours-ci. Tout le monde sait quel genre de charité elle offre. » Il fit des guillemets grossiers avec ses mains. « Ça suffit, Ethan, » marmonna le mécanicien. « Retourne à la facture. » Mais le jeune homme persista, sa voix baissant alors qu'il se penchait vers Léo. « Sérieusement, par contre, elle reçoit la moitié des sans-abri de la ville régulièrement. Une belle femme vivant seule, nourrissant des hommes étranges. » Chapitre 3, La force tranquille. Nous savons tout ce qui se passe réellement. Le sang monta au visage de Léo. « Vous devriez avoir honte de vous, » dit-il froidement. « Mademoiselle Vinton m'a offert un abri pendant une dangereuse tempête lorsque ma voiture est tombée en panne. Rien de plus. » Le jeune homme sourit d'un air suffisant. « Bien sûr, mon vieux, ce que tu veux. » Il jeta un coup d'œil à Clara. « On dirait que les mecs riches ont un traitement de faveur, hein, Clara ?» Avant que Léo ne puisse répondre, Clara parla, sa voix basse mais ferme. « S'il vous plaît, finissez avec la voiture de monsieur Carvet. Il aura besoin d'un transport jusqu'à l'hôtel en ville. » Sur ce, elle tourna les talons et rentra à l'intérieur, sa dignité intacte. Malgré l'humiliation publique, Léo finalisa les arrangements pour sa voiture, l'esprit chamboulé par l'échange. Alors que le mécanicien s'apprêtait à partir, Léo demanda, l'air de rien, c'était quoi toute cette histoire ? Ces accusations. L'homme plus âgé soupira, jetant un regard vers la maison de Clara. Des ragots de ville. Elle a commencé à nourrir des hommes sans abri après la mort de son mari. Elle le fait tous les jours. Certaines personnes ont transformé ça en quelque chose de laid. Il haussa les épaules. Les petites villes vivent de commérages, monsieur Carvet, et les jolies veuves sont des cibles faciles. Léo trouva Clara dans la cuisine, pétrissant méthodiquement de la pâte à pain avec plus de force que nécessaire. « J'ai réservé une chambre à l'hôtel local, » dit-il prudemment. « Merci encore pour votre gentillesse. » Clara hocha la tête, sans lever les yeux, ses mains ne s'arrêtant jamais. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé dehors. Vous n'auriez pas dû entendre ça. »« Est-ce fréquent ?» demanda Léo. « Ce genre de propos. » Sa main s'immobilisa un instant. « Oui, mais cela n'a pas d'importance. »« Cela a semblé vous en avoir, » insista Léo. Clara rencontra finalement son regard, ses yeux sombres et résolus, malgré la douleur évidente qu'il contenait. « Ce qui compte, c'est qu'à la fin de chaque journée, j'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin. Le reste, c'est du bruit. » Quelque chose dans sa force tranquille remua profondément Léo. Cette femme injustement calomniée, pourtant inébranlable dans son but, possédait une intégrité qu'il rencontrait rarement. « Je devrais y aller, dit-il,
bien qu'il se sentît étrangement réticent. Le mécanicien attend. Clara le raccompagna à la porte. J'espère que votre voiture sera réparée rapidement, monsieur Carvey. Sur une impulsion, Léo lui prit la main. Merci, Clara, pas seulement pour l'abri, mais pour m'avoir rappelé que la véritable gentillesse existe toujours. Un léger sourire effleura ses lèvres le premier qu'il ait vu puis elle retira sa main. Bon voyage. La tentation du doute au Crest Avenue, Léo ne parvenait pas à chasser les événements de la matinée de son esprit. Les accusations contre Clara semblaient ridicules après avoir passé seulement une nuit sous son toit, mais le doute, une fois introduit, avait une façon de persister. Il appela son chef de la sécurité, un ancien agent du FBI nommé Victor, qui s'occupait des affaires personnelles nécessitant de la discrétion. « J'ai besoin d'informations sur quelqu'un », expliqua Léo. « Une femme du coin nommée Clara Vinton. Plus précisément, je veux savoir s'il y a une once de vérité dans les rumeurs concernant sa profession. » « Vous la considérez pour un poste » demanda Victor. « Quelque chose comme ça, » répondit Léo, vague. « Soyez discret. Elle ne doit pas savoir que vous enquêtez. » 2 jours s'écoulèrent pendant que Léo attendait à la fois la réparation de sa voiture et les conclusions de Victor. Il utilisa ce temps pour travailler à distance, bien que ses pensées dérivassent fréquemment vers la veuve aux yeux tristes et à la dignité inébranlable. Victor arriva personnellement le 3e jour, se glissant dans la cabine en face de Léo au restaurant de l'hôtel. Léo écarta son ordinateur portable. Clara Vinton, 26 ans, orpheline à 7 ans, élevée par sa tante, mariée à Nathan Sterling. Il est décédé 4 mois plus tard dans un accident de voiture. Victor fit glisser plusieurs photographies sur la table, Clara entrant dans une épicerie. Clara servant de la nourriture à des hommes clairement sans abri. Clara s'agenouillant à l'église. Le travail caritatif est légitime, continua Victor. Elle nourrit quotidiennement entre 12 et 20 hommes, tous vérifiés comme étant sans abri ou en difficulté financière. Plusieurs sont des vétérans. Je n'ai trouvé aucune preuve de prostitution ou d'inconduite. Léo ressentit un afflux de soulagement, immédiatement suivi de la honte d'avoir douté d'elle. Il y a plus, ajouta Victor. La famille de son mari a contesté la police d'assurance, la laissant pratiquement sans le sou. Ses économies s'épuiseront d'ici quelques semaines à son rythme de dépenses actuel, dont une grande partie sert à nourrir les autres. Il marqua une pause. C'est une femme remarquable, monsieur. Les rumeurs ne semblent être rien de plus que de la méchanceté de petite ville. Léo hocha lentement la tête, un mélange d'émotions bouillonnant en lui. Merci, Victor. Ce sera tout. Après le départ de Victor, Léo resta à table, fixant les photographies. Le visage de Clara montrait la même détermination tranquille, le même chagrin à peine dissimulé. Quelque chose chez elle l'avait marqué, sa résilience, sa bonté, sa souffrance injustifiée. Ce soir-là, lorsque le réceptionniste de l'hôtel mentionna une autre organisation caritative qui faisait concurrence aux efforts de Clara, Léo se surprit à poser des questions anodines sur sa réputation. La réponse du commis un sourire entendu et des insinuations similaires à celles du jeune mécanicien alluma en lui une colère inattendue. Avant de pouvoir se raviser, Léo se retrouva à ajouter « J'aurai besoin d'une voiture pour me rendre à l'adresse de Mademoiselle Vinton demain matin et trouver où je peux acheter les plus belles roses de la ville. » Choqué par sa propre impulsivité mais incapable de résister à l'attraction vers Clara, Léo passa un dernier appel cette nuit-là à son assistant personnel, Simon. « J'ai besoin que tu rendes visite à quelqu'un demain, » expliqua-t-il. « Une femme nommée Clara Vinton à Crest Avenue. Observe-la pendant la journée. Je veux savoir exactement ce qu'elle fait, qui elle aide, et comment elle est traitée. » « Est-ce une opportunité d'investissement potentiel ?» demanda Simon. « Non, » répondit honnêtement Léo. « C'est personnel. » Chapitre 4, le jardin sacré. Le rapport de Simon arriva le lendemain, confirmant tout ce que Victor avait découvert. La routine de Clara ne variait jamais, cuire le pain avant l'aube, préparer une grande marmite de soupe ou de ragoût, servir la nourriture aux nécessiteux, nettoyer, puis passer ses soirées en prière solitaire. L'assistant l'avait regardé refuser poliment mais fermement de l'argent d'un vétéran âgé qui avait insisté pour contribuer à sa gentillesse. « C'est soit une sainte, soit l'actrice la plus convaincante que j'ai jamais vue, » conclut Simon. Léo regarda par la fenêtre de l'hôtel, une émotion inhabituelle s'agitant en lui. Dans son monde d'acquisition d'entreprise, les gens attendaient toujours quelque chose de lui, son argent, son influence. Clara Vinton ne voulait rien.
Elle donnait librement malgré son peu de moyens, endurait la calomnie sans se défendre et portait son chagrin avec une dignité tranquille. Pour la première fois depuis des années, Léo se sentait sincèrement ému par le caractère d'une autre personne. Le mécanicien livra sa Bentley réparée cet après-midi-là, accompagné d'une facture substantielle que Léo paya à peine. Son esprit était ailleurs, concentré sur le plan qui s'était formé pendant la nuit, un plan qui semblait à la fois impulsif et inévitable. Dès le matin, tout était arrangé. Léo conduisit à travers la place principale de Cresthaven, le coffre de sa voiture rempli de ses achats impulsifs. Il se gara près de la maison de Clara, surpris de sentir son cœur s'accélérer. Lui qui négociait des milliards sans transpirer, se sentait nerveux à l'idée d'affronter à nouveau cette humble veuve. La cour avant de la petite maison de Clara était stérile, une parcelle d'herbe chétive et de terre nue. Elle ne le resterait pas longtemps. Clara ouvrit sa porte à son cou, la surprise éclairant son visage avant qu'elle ne se compose. « Monsieur Carvey, votre voiture est réparée, je vois. »« Oui, merci, » dit Léo, debout maladroitement sur son porche, doutant soudain de son grand geste. « Je voulais vous remercier correctement pour votre gentillesse l'autre soir. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit doucement Clara. « N'importe qui aurait fait de même. »« Non, » répondit Léo avec certitude, il ne l'aurait pas fait, pas sans jugement ni attente. Il hésita, puis se lança. « J'ai quelque chose pour vous, un cadeau. Mais vous devrez sortir pour le voir. » La curiosité vainquit la réserve de Clara. Elle le suivit dans la cour, s'arrêtant net près de sa voiture dont le coffre ouvert révélait des douzaines de contenants de plantes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Votre mari, » dit Léo prudemment, avait-il des espoirs ou des rêves pour cet endroit? L'expression de Clara s'adoucit. « Il voulait me construire un jardin, un lieu de paix, comme il l'appelait, dit-elle, sa voix baissant. Nous avions des plans, mais nous n'en avons jamais eu l'occasion. » Léo hocha la tête, encouragé. « J'aimerais créer ce jardin pour vous remercier, et peut-être pour vous aider à honorer sa mémoire. » Clara fixa les plantes. « C'est trop, je ne peux pas accepter un cadeau aussi extravagant. »« S'il vous plaît, » dit Léo, surpris de l'importance que son acceptation prenait soudain. « Laissez-moi faire cette seule chose, sans aucune condition. » Leurs regards se croisèrent, le sien cherchant ses motifs cachés. Ce qu'elle y vit a dû la rassurer, car après un long moment, elle hocha lentement la tête. « J'ai des conditions, » dit-elle. « Vous n'engagerez personne. Si nous le faisons nous-mêmes, et rien de tape à accent graveleuil ou d'apparence coûteuse qui distinguerait cette maison plus qu'elle ne l'est déjà. »« D'accord, » répondit Léo, soulagé. « Je dois vous prévenir, cependant, je n'ai jamais rien planté de ma vie. » Le fantôme d'un sourire effleura les lèvres de Clara. « Alors, il est heureux que ma tante m'ait appris tout ce qu'elle savait sur le jardinage. » Ils travaillèrent toute la matinée, Léo suivant les instructions tranquilles de Clara. Clara semblait prendre vie en travaillant, ses mains surécapables dans la terre. « Il voulait des camélias ici, » expliqua-t-elle, pointant un coin ensoleillé. Il disait qu'il lui rappelait moi, compliqué à faire pousser, mais valant l'effort. Léo l'observa, de la terre maculant sa joue. « Il devait beaucoup vous aimer. »« Il m'aimait, » dit simplement Clara, « plus que je ne le méritais. »« J'en doute, » répondit Léo avant de pouvoir se retenir. À midi, les voisins avaient remarqué l'activité. Les chuchotements et les doigts pointés suivaient, mais Clara semblait déterminée à les ignorer. « Ils parleront quand même, » dit-elle à Léo lorsqu'il lança un regard noir à un groupe particulièrement évident. « Laissons-les. » Alors que le soleil atteignait son zénith, Clara insista pour préparer le déjeuner. Un homme âgé s'arrêta au bord de la cour. « Vous êtes ce type de la technologie dont on parle aux nouvelles? Qu'est-ce qui vous amène au jardin de Clara? Elle m'a aidé pendant la tempête. Je lui rends l'appareil. » Le vieil homme hocha la tête pensivement. « C'est bien de voir quelqu'un être gentil avec elle pour changer. Cette ville a été cruelle envers cette fille. »« À cause des rumeurs ?» demanda Léo. « Parce que les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, » répondit l'homme. Une belle jeune femme, choisissant la charité plutôt que l'amertume après une telle perte, cela les déconcerte. Alors il crée une histoire qui donne un sens à sa bonté, sous le pire jour possible. Ils mangèrent en silence complice sur les marches de son porche, contemplant leur travail. « Ce sera magnifique quand tout poussera, » dit doucement Clara. « C'est déjà magnifique, » répondit Léo, bien qu'il ne regardât pas le jardin. Clara rencontra son regard.
Pourquoi faites-vous vraiment cela, monsieur Carvet? Vous me connaissez à peine. Le moment de vérité était arrivé. Léo posa son verre. Après mon départ d'ici, j'ai entendu d'autres rumeurs, commença-t-il prudemment. J'ai enquêté sur vous. Clara se raidit, son expression se fermant. Vous? Quoi? J'avais besoin de savoir s'il y avait une once de vérité dans ce que les gens disaient, continua Léo, sachant qu'il gérait mal la situation. J'ai envoyé 2 personnes pour vérifier, pour m'espionner, l'interrompit Clara, se levant brusquement. Pour tester si j'étais vraiment une prostituée déguisée en veuve charitable? Clara, s'il vous plaît. Vous vous êtes assis chez moi, vous avez mangé la nourriture que j'ai préparée, vous avez accepté mon hospitalité tout en me faisant enquêter comme une criminelle. Sa voix tremblait, non de larmes, mais de colère. Sortez. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai découvert. Je me fiche de ce que vous avez découvert. Clara se dégagea de son contact. Un jardin pousse à partir de la confiance, pas de l'épreuve, monsieur Carvet. Vous avez peut-être vérifié mon caractère, mais vous n'y avez jamais cru. La vérité de ces mots frappa Léo comme un coup physique. Il comprit à quel point il s'était trompé. Vous avez raison, admit-il. J'ai eu tort de douter de vous. Tort d'enquêter plutôt que de simplement croire ce que j'ai vu de mes propres yeux. Il gesticula impuissant vers le jardin à moitié fini. Je pensais que cela ferait amende honorable, que ça vous montrerait à quel point je... Il faiblit. À quel point vous, quoi? Défia Clara. Au lieu de répondre, Léo s'approcha et fit la chose la plus impulsive de sa vie soigneusement contrôlée. Il l'embrassa. Pendant un instant à couper le souffle, Clara ne se retira pas. Puis la réalité se réaffirma. Elle recula, les yeux écarquillés. Épousez-moi, dit Léo, les mots surgissant sans pensée consciente. Laissez-moi vous donner la vie que vous méritez, loin de ces gens cruels et de leurs mensonges. Clara le regarda comme s'il avait perdu l'esprit. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été plus sérieux, insista Léo. Venez avec moi sur la place de la ville, tout de suite. Laissez-moi l'annoncer à tout le monde. Laissez-moi leur montrer à quel point ils se sont trompés à votre sujet. Vous ne me connaissez même pas, murmura Clara. J'en sais assez, rétorqua Léo. Je sais que vous êtes gentille et forte et que vous souffrez sans le mériter. Laissez-moi changer cela. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes, non de joie, mais de déception. Vous ne comprenez toujours pas. Il ne s'agit pas de sauvetage ou de réputation. Vous ne pouvez pas arranger cela avec de grands gestes ou des déclarations publiques. Elle regarda le jardin, son expression s'adoucissant légèrement. Finissez de planter si vous le souhaitez. Je ne vous en empêcherai pas, mais ensuite, s'il vous plaît, partez. Ne revenez pas tant que vous n'aurez pas compris la différence entre tester la valeur de quelqu'un et réellement voir sa valeur. Avec une dignité tranquille, Clara tourna les talons et entra chez elle, fermant fermement la porte derrière elle. Léo resta seul parmi les fleurs nouvellement plantées. Le sentiment de rejet, étranger et douloureux. Pour la première fois de sa vie d'adulte, son argent, son pouvoir et son charme s'étaient révélés totalement inefficaces. En essayant de sauver Clara du jugement de la ville, il l'avait jugée lui-même, l'avait vue comme un problème à résoudre. Léo se fit une promesse silencieuse, il reviendrait, mais la prochaine fois, il viendrait avec quelque chose de plus précieux que des fleurs ou des propositions, il viendrait avec une compréhension sincère. Chapitre 5, le défenseur public. 2 semaines s'écoulèrent sans contact. Le jardin qu'il avait commencé prospérait, entretenu par les mains attentives de Clara. Pour Léo, ces semaines furent remplies d'une introspection inhabituelle. Le rejet de Clara l'avait affecté plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Une invitation au festival annuel des récoltes de Cresthaven lui donna une opportunité légitime de revenir, car sa société envisageait la petite ville pour une nouvelle usine de fabrication de technologies vertes. Le festival transformait la place en une fête. Quand Léo arriva, il fut immédiatement entouré par l'élite autoproclamée de la ville, désireuse de courtiser le milliardaire. « Monsieur Carvet, quel plaisir inattendu !» s'exclama le maire Thompson, lui serrant la main. Léo sourit, ses yeux balayant la foule. Il repéra finalement Clara, seule à un petit stand de pain fait maison, son isolement douloureusement évident. Même de loin, il voyait les gens éviter son stand. Et nos citoyens incarnent les valeurs familiales traditionnelles, disait le maire. Pas tous, apparemment,
interrompit Léo, hochant la tête vers le stand de Clara. Je remarque que certains de vos citoyens semblent être évités plutôt que célébrés. L'expression du maire se crispa. Ah, vous avez rencontré notre travailleuse caritative locale. Une situation malheureuse. Jeune veuve avec, disons, des méthodes non conventionnelles pour subvenir à ses besoins. Subvenir à ses besoins en nourrissant les affamés, vous voulez dire, dit Léo froidement. Eh bien, c'est l'histoire publique, répondit le maire avec un sourire entendu. Entre messieurs sophistiqués, nous comprenons comment ces choses fonctionnent. Belle femme. Aucun moyen visible de subsistance, des hommes qui vont et viennent à toute heure. Quelque chose se brisa chez Léo. La frustration et la culpabilité se cristallisèrent en une colère juste. Mère Thompson, dit-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Je vous suggère de peser très attentivement vos prochains mots, car j'ai passé un temps considérable à vérifier le caractère de mademoiselle Vinton et je peux vous assurer qu'elle est la seule personne vraiment charitable que j'ai rencontrée dans votre ville. Le maire pâlit. Léo éleva délibérément la voix. Peut-être est-ce le bon moment pour aborder la question publiquement, puisque tant de citoyens concernés sont présents. Le festival se figea. Jean de Crestaven, commença Léo, sa voix projetant sans effort. Je suis venu ici aujourd'hui pour évaluer si votre communauté mérite l'opportunité économique que ma société pourrait apporter. Il détailla les emplois, les millions de revenus. Ce que j'ai découvert, continua Léo, c'est une communauté qui se targue de valeur tout en détruisant la réputation de son membre le plus vulnérable. Il fit un geste vers Clara. Pour cet acte de charité sincère, vous l'avez récompensé par la calomnie. Vous l'avez traité de prostituée. Vous l'avez isolée. Vous avez transformé sa gentillesse en quelque chose de sordide. Sa voix se durcit. J'ai personnellement enquêté sur ces rumeurs et je les ai trouvées totalement infondées. Maintenant, écoutez, s'avança un homme corpulent, Walter Preston, le plus grand entrepreneur de la ville. Vous ne pouvez pas venir dans notre ville et nous faire la morale à cause de quelques jours de connaissance avec cette femme. Cette femme, répondit Léo d'une voix égale, a montré plus de grâce sous la pression que quiconque sur cette place. Preston ricana. C'est assez commode que vous, un étranger riche, vous vous précipitiez pour défendre la beauté de la ville. Nous savons tout ce que vous cherchez vraiment, Carvey. La même chose que tous ces sans-abri obtiennent gratuitement. Un silence dangereux suivit l'accusation. Léo s'approcha de Preston. Ma société était prête à investir 30 millions de dollars à Crestaven. Considérez cet investissement comme sérieusement compromis, à moins qu'une excuse publique ne soit faite à mademoiselle Vinton, à commencer par vous. C'est du chantage. Siffla Preston. Ce sont des conséquences, corrigea Léo. Quelque chose que les tyrans rencontrent rarement. Clara avait déjà disparu de son stand. Léo ressentit la victoire creuse d'avoir défendu son honneur tout en négligeant complètement sa dignité. Il se rendit chez elle. Clara attendait sur son porche. Vous n'auriez pas dû faire ça, dit-elle doucement. Il devait entendre la vérité, répondit Léo. Vous vous battez pour mon honneur en utilisant les mêmes armes qu'ils utilisent contre moi, le pouvoir et l'intimidation, expliqua-t-elle. Le vrai respect ne peut pas être commandé, Léo. Il doit être gagné. L'utilisation de son prénom ne lui échappa pas, je voulais aider, dit-il simplement. Je sais. Les yeux de Clara s'adoucirent légèrement. Mais la prochaine fois, demandez-moi ce dont j'ai besoin plutôt que de décider à ma place. La prochaine fois, répéta Léo, l'espoir montant. Le quasi-sourire de Clara apparut brièvement. Peut-être, mais pas encore. En partant, Léo remarqua le jardin. En seulement 2 semaines, il avait déjà commencé à prospérer, comme Clara elle-même. Chapitre 6, lettre sous la pluie. 3 semaines s'écoulèrent. Les rumeurs sur Clara avaient diminué. Son quotidien restait inchangé, nourrir les nécessiteux, entretenir son jardin. Pourtant, quelque chose s'était éveillé subtilement en elle. Elle pensait à Léo plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. La première lettre arriva un mardi. Écrite à la main, sur un papier élégant. Clara, j'ai rédigé cette lettre 17 fois. Je vous offre quelque chose que je n'ai jamais donné à personne, mon honnêteté complète. J'ai agi de manière incorrecte en enquêtant sur vous. Chaque fois, je croyais aider, mais j'imposais ma volonté. Vous méritez mieux. Si vous me le permettez, j'aimerais vous écrire non pour persuader,
mais pour partager le voyage que votre brève présence dans ma vie a inspiré. Avec respect et admiration, Léo. Clara la lut 2 fois. Elle ne répondit pas. Les lettres continuèrent d'arriver quotidiennement. Certaines étaient de brèves observations, d'autres des réflexions plus profondes sur son passé. Clara les lisait, les rangeant soigneusement, sans répondre. Pourtant, elle les attendait avec impatience, ces aperçus de l'esprit et du cœur d'un homme si différent. Le 7e jour, aucune lettre ne vint. La pluie commença. Un bruit sous la pluie attira l'attention de Clara. Elle aperçut Léo dans sa cour, complètement exposé aux éléments, tenant une pile de papier se désintégrant déjà. « Léo, qu'est-ce que vous faites ?»« Je vous lis mes lettres, » cria-t-il. « Celles que je n'ai pas pu me résoudre à envoyer. »« Vous êtes trempé. »« Entrez, » insista Clara. Léo secoua la tête. « Pas avant que vous m'ayez écouté. Celles-ci ne sont pas comme les autres, Clara. Ce sont les vérités que j'avais peur de vous dire. » Il souleva les papiers détrempés. « La première nuit où je vous ai rencontré, j'ai regardé votre prière. J'ai envié cette certitude, cette foi. J'ai passé ma vie à construire des murs. Le succès, la richesse, n'étaient que des barrières pour me protéger d'être à nouveau abandonné. » Il continua, les pages s'envolant. « Le jour où vous m'avez rejeté, c'était la première fois en 20 ans que quelqu'un me disait la vérité sur moi-même. Vous avez vu à travers toutes mes défenses. Vous m'avez forcé à affronter le vide que j'ai passé ma vie à éviter. » Il laissa tomber les papiers. « Je ne suis pas ici pour vous demander quoi que ce soit, Clara. Pas de pardon. Pas d'acceptation. Certainement pas l'amour. J'avais juste besoin que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous m'avez changé. Pourquoi faites-vous ça ? Murmura-t-elle à peine. Parce que vous méritez la vérité. Parce que pour une fois dans ma vie, j'avais besoin de donner sans rien attendre en retour. » Clara sentit les larmes couler. Sans y penser, elle sortit sous la pluie, la laissant la tremper. « J'ai lu chaque lettre, » avoua Clara, sa voix stable malgré les larmes. « Elles ont été la seule lumière dans mes jours. »« Je n'ai pas à expliquer, » dit doucement Léo. « Je comprends le temps maintenant. Je ne vous demande pas de vous sauver. Vous vous sauvez vous-même depuis le début. Je demande juste le privilège de me tenir à vos côtés pendant que vous le faites. » Clara atteignit lentement sa main. « Entrez, » dit-elle doucement. Elle se rendit à l'hôtel de son mari. Elle toucha le cadre de la photo avant de se tourner vers Léo. « Je ne peux rien vous promettre. »« Je ne demande pas de promesse, » répondit Léo. « Juste la permission de continuer à écrire, de continuer à vous connaître. Le reste se fera en son temps, ou pas du tout. » En partant, Léo lui dit, son expression solennelle, « Dans toutes mes lettres, il y a une chose que je n'ai jamais écrite. Je ne vous ai jamais dit que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Clara n'était pas prête. Mais au lieu de la peur, elle ressentit un doux réchauffement. « Merci pour votre honnêteté, » murmura-t-elle. « Et pour votre patience. » Chapitre 7, l'espoir de Clara. Un autre mois passa. Clara confia à Léo son inquiétude pour les sans-abri, en particulier un vétéran, Roland, qui refusait l'abri surpeuplé. « Ils ont besoin d'un meilleur endroit, » dit-elle. 3 jours après, elle reçut une visite inattendue du maire Thompson. « Mademoiselle Vinton, le conseil municipal examine une proposition pour une nouvelle installation. Votre avis a été sollicité. » Clara ouvrit l'enveloppe, des plans architecturaux pour un centre d'hébergement et de ressources complet, financé par un donateur anonyme qui demandait seulement qu'il soit nommé « l'espoir de Clara » en son honneur. C'était exactement ce qu'elle avait décrit à Léo. Le lendemain matin, à la réunion du conseil, le maire annonça la proposition. Tous les yeux se tournèrent vers Clara. La mairesse fit part des inquiétudes des résidents d'Elmwood Street concernant la valeur des propriétés. Clara se leva avec une dignité tranquille. « Cet abri servirait des gens qui vivent déjà parmi nous, juste sans mur ni toit, » dit-elle simplement. Point. Elle mérite d'être protégée du froid et d'avoir une chance de reconstruire leur vie. Je vous exhorte à approuver ce projet, qu'il porte mon nom ou non. Son bref discours suscita un applaudissement surprenant de la part de nombreux participants, mais le conseil restait divisé. Alors qu'il s'apprêtait à voter, la porte s'ouvrit. Clara se retourna, comme tout le monde, s'attendant à l'entrée théâtrale de Léo. Au lieu de cela, un homme aux mains calleuses par le travail, vêtu d'un uniforme de construction, entra dans la salle,
casquette à la main. Veuillez excuser l'interruption, dit-il. Je suis le contremaître Mitchell, du chantier de Carvé Solutions. Nous avons été autorisés à témoigner concernant la question de zonage. Le maire fronça les sourcils. Monsieur Carvé n'assiste pas lui-même à la réunion? Monsieur Carvé est actuellement occupé par les travaux de fondation, répondit le contremaître. Il travaille aux côtés de notre équipe depuis l'aube. Des murmures de confusion emplirent la pièce. Le contremaître poursuivit. Notre entreprise a examiné les plans du refuge et peut confirmer qu'ils répondent à toutes les exigences du code. De plus, nous avons mené des études d'impact montrant aucun effet négatif sur la valeur des propriétés. Des projets similaires dans d'autres communautés ont même augmenté la valeur des propriétés adjacentes jusqu'à 15%. Êtes-vous en train de dire que M. Carvé travaille personnellement sur la construction, demanda une conseillère, incrédule. Oui, madame. Il mélange le ciment et pose les blocs de fondation lui-même depuis 3 jours. Il a dit qu'il voulait comprendre chaque aspect du projet. Clara se glissa hors de la salle pendant la discussion qui s'ensuivit, l'esprit chamboulé. Plutôt que d'user de son pouvoir et de sa richesse depuis des salles de conseil, Léo était littéralement en train de bâtir quelque chose de ses propres mains. Elle se rendit à l'adresse mentionnée par le contremaître, se garant au bord de ce qui s'avérait être un chantier actif. Des ouvriers en casque de sécurité se déplaçaient avec détermination autour des murs de fondation partiellement achevés. Et là, au milieu de tout cela, se trouvait Léo Carvé. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un pantalon de travail et un simple t-shirt. Ses mains étaient couvertes de ciment, la sueur tachant sa chemise malgré la température fraîche. Il était méconnaissable du PDG raffiné qui avait frappé à sa porte, et pourtant, d'une certaine manière, plus authentique qu'il ne l'avait jamais été. Clara le regarda silencieusement travailler aux côtés d'hommes qui gagnaient en un mois ce qu'il gagnait en quelques minutes. Il n'y avait aucune condescendance dans ses manières. Aucune impression qu'il considérait le travail comme étant indigne de lui. Au contraire, il abordait chaque tâche avec un sérieux qui suggérait qu'il trouvait un sens à l'effort physique. Un ouvrier la remarqua et donna un coup de coude à Léo, qui leva les yeux, du ciment maculant une de ses joues. Lorsqu'il aperçut Clara, il se figea un instant avant de poser ses outils et de marcher vers elle, essuyant vainement ses mains sur son pantalon. « Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu que tu l'apprennes, dit-il en l'atteignant. La réunion du conseil, dit Clara. Tu es derrière la proposition du refuge. Léo hocha la tête. Je voulais aider, mais je me suis souvenu de ce que tu avais dit, qu'il fallait te demander ce dont tu avais besoin plutôt que de décider pour toi. Cette nuit-là, dans ton jardin, tu m'as dit exactement ce qu'il fallait. J'ai juste fourni les ressources et le nom. L'espoir de Clara, une rougeur, qui n'était pas entièrement due à l'effort, colora son visage. Je voulais honorer ta vision, mais je peux le changer si tu préfères. Clara regarda au-delà de lui vers la fondation émergente. Tu fais le travail toi-même. J'avais besoin de comprendre ce que je demandais aux autres de construire, expliqua Léo. Chaque ampoule et chaque muscle endolori m'a appris quelque chose sur la valeur et l'effort. Il leva ses mains, montrant les callosités qui se formaient à côté des taches de ciment. Celle-ci me semble plus honnête que n'importe quel chèque que je pourrais écrire. Quelque chose changea dans la perception qu'avait Clara de lui à cet instant. Ce n'était pas le geste grandiose d'un homme riche essayant de l'impressionner. C'était une participation sincère à la création de quelque chose de significatif. Le conseil ne l'a pas encore approuvé, dit-elle. Ils le feront, répondit Léo avec confiance, non pas à cause de mon influence, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour la communauté. Mon équipe a présenté des données irréfutables sur les avantages. Il hésita, puis ajouta doucement, je n'ai pas assisté à la réunion parce que ce projet ne me concerne pas. Il concerne le besoin que tu as identifié et ta vision pour y répondre. Les yeux de Clara piquèrent de larmes inattendues. Tu as changé, dit-elle simplement. J'essaie, répondit-il. Après un moment de contemplation, Clara prit un casque de sécurité de rechange sur une table voisine. Montre-moi ce que tu construis, dit-elle. Léo la guida à travers le chantier, lui expliquant les caractéristiques incorporées dans la conception, toutes basées sur des commentaires anodins qu'elle avait faits concernant les besoins de ceux qu'elle servait. Alors qu'il se tenait devant la structure émergente, un camion de ciment arriva pour la prochaine coulée. Je devrais me remettre au travail, dit Léo, une sincère déception dans la voix. Clara les surprit tous deux en tendant la main pour essuyer la tache de ciment de sa joue. Vas-y, dit-elle doucement, construis quelque chose qui compte.
Lorsque Léo retourna à la bétonnière, Clara ne partit pas. Au lieu de cela, elle trouva le contremaître et posa une simple question, « Comment puis-je aider ?» Au crépuscule, sa simple robe bleu marine était abîmée. Ses mains étaient à vif, et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi connectée à un objectif, ni à l'homme qui avait suffisamment compris sa vision pour en faire une réalité. Alors qu'il se nettoyait à la fin de la journée, Léo s'approcha d'elle, les plans d'architecture à la main. « Il y a quelque chose que je dois te demander, » dit-il, sérieusement. Clara se prépara, se demandant si ce moment finirait comme leur rencontre dans le jardin, des mois auparavant. Au lieu de cela, Léo déroula le plan du refuge, pointant un bureau administratif. « Voudrais-tu diriger cet endroit une fois qu'il sera construit ? Personne ne comprend mieux que toi les besoins. »« Tu ne proposes pas cette fois ?» demanda Clara, un léger sourire effleurant ses lèvres. Le rire de Léo était sincère. « Une leçon que j'ai bien apprise, le timing compte, et certaines choses ne peuvent pas être précipitées. » Son expression redevint sérieuse. « Ce n'est pas une tentative pour gagner ton cœur, Clara. C'est une reconnaissance de tes dons. » Clara étudia les plans, imaginant les vies qui pourraient être transformées entre ces murs. « Oui, » dit-elle finalement. « Je le ferai. » Le sourire qui illumina le visage fatigué de Léo valait chaque muscle endolori de son corps. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers leur voiture, Clara se surprit à prendre sa main tachée de ciment dans la sienne. Certaines fondations, découvrait-elle, n'étaient pas seulement faites de béton, mais de dessins communs et de confiance grandissante. Le poids de l'anniversaire 6 mois s'était écoulé depuis la mort du mari de Clara. La date se profilait sur son calendrier comme un seuil sombre qu'elle craignait de franchir. Une demi-année sans lui, assez longtemps pour que, certains jours, elle ne se souvienne plus parfaitement du son de son rire, de la nuance exacte de ses yeux sous le soleil. Cette prise de conscience la terrifiait plus que le deuil lui-même. Léo remarqua son retrait dans les jours précédant l'anniversaire. Ils avaient trouvé un rythme confortable au cours des semaines précédentes, travaillant ensemble sur le site du refuge la journée, partageant souvent de simples repas chez elle le soir. Mais à l'approche de la date, Clara devint distante, déclinant ses invitations et écourtant leur conversation. « J'ai besoin de temps seul », expliqua-t-elle lorsqu'il lui demanda si quelque chose n'allait pas, « cette semaine est difficile. » La compréhension se fit jour dans les yeux de Léo. « L'anniversaire » dit-il doucement. Clara hocha la tête, incapable d'en dire plus. Comment pouvait-elle expliquer la complexité de ses émotions? La culpabilité qu'elle ressentait face à la chaleur croissante qu'elle éprouvait pour Léo. La peur qu'aller de l'avant signifiait abandonner de précieux souvenirs, la confusion d'un cœur simultanément en guérison et en rupture. « Je comprends », l'assura Léo, bien que ses yeux révélassent la peine que lui causait son retrait. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » La nuit précédant l'anniversaire, Clara dormit à peine. Elle resta éveillée, fixant le plafond, se remémorant les jours brefs et magnifiques de son mariage et le moment dévastateur où les policiers étaient apparus à sa porte avec la nouvelle de l'accident. Au matin, ses yeux étaient cernés de rouge et son corps épuisé, mais elle s'habilla avec soin dans la simple robe noire qu'elle avait portée aux funérailles. Le cimetière était calme lorsqu'elle arriva. La rosée du matin s'accrochait encore à l'herbe autour de la pierre tombale de son mari. Clara s'agenouilla sur le sol humide, déposant des fleurs fraîches à côté de la dalle de granit. « Tu me manques » murmura-t-elle, traçant son nom gravé avec des doigts tremblants. « Chaque jour, tu me manques. » Pendant des heures, elle resta assise près de la tombe, parlant parfois doucement des mois écoulés, parfois silencieuse avec ses souvenirs. Elle lui parla du jardin, du refuge en construction, de l'adoucissement progressif du jugement de la ville. Elle ne parla pas de Léo. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Clara prit conscience de l'approche de quelqu'un. Elle se retourna, s'attendant à voir un jardinier, et fut surprise de trouver Léo debout à une distance respectueuse. Dans ses bras, il portait un petit arbre en pot et ce qui semblait être un panier de pique-nique. « Je suis désolé de m'immiscer » dit-il doucement. « Je peux partir si tu préfères être seule. » Clara aurait dû être agacée par l'interruption de son deuil privé. Au lieu de cela, elle ressentit un soulagement inattendu de sa présence. « Ce n'est rien, dit-elle. Que fais-tu ici ? » Léo s'approcha lentement, déposant les objets près de la pierre tombale. « Je viens ici tous les mois, » avoua-t-il, pour rendre hommage et pour lui parler. Clara le fixa avec confusion. Lui parler ? Une rougeur colora les joues de Léo. « Ça a l'air étrange, je sais.
Mais je voulais en quelque sorte sa bénédiction pour être dans ta vie. La révélation frappa Clara profondément. Alors qu'elle s'inquiétait de trahir la mémoire de son mari, Léo l'avait honoré. C'est un érable japonais, expliqua Léo, indiquant le petit arbre. Il symbolise la paix et la sérénité dans de nombreuses cultures. Il hésita, soudain incertain. J'ai pensé que nous pourrions le planter ici aujourd'hui. Quelque chose de vivant pour marquer son souvenir. Clara toucha les feuilles délicates de l'érable, émue par la délicatesse du geste. Il aurait aimé ça, dit-elle doucement. Ensemble, ils préparèrent un endroit près de la pierre tombale. Léo avait apporté les outils appropriés et ils travaillèrent dans un silence complice, creusant le trou et plantant soigneusement le jeune arbre. Lorsqu'il fut installé dans la terre, Clara s'assit sur ses talons, un sentiment de paix l'envahissant pour la première fois de la journée. « Merci », dit-elle simplement. Léo hocha la tête, puis désigna le panier. « J'ai apporté de quoi manger. » Rien d'élaboré, juste du pain, du fromage, des fruits et des bougies pour plus tard, quand il fera noir. « Un pique-nique commémoratif ?» demanda Clara, surprise par la suggestion non conventionnelle. Dans de nombreuses cultures, le souvenir inclut la célébration de la vie de la personne, et non seulement le deuil de son absence, expliqua Léo. Mais nous ne sommes pas obligés. C'était juste une idée. Clara réfléchit un instant, puis hocha la tête. J'aimerais ça, en fait. Il n'aurait pas voulu que je passe la journée en larmes. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils partagèrent le repas simple sur une couverture près de la tombe. Clara se retrouva à parler plus librement de son mari, non seulement de sa mort, mais de sa vie, de ses rêves, des petits moments qui avaient constitué leur relation. Léo écoutait attentivement, posant des questions qui l'invitaient à partager des souvenirs heureux plutôt que de s'attarder sur la perte. Il avait l'air d'un homme extraordinaire, dit Léo alors que le crépuscule s'épaississait autour d'eux. Il l'était, acquiesça Clara, pas parfait, mais parfait pour moi à ce moment de ma vie. Elle leva les yeux vers Léo, le voyant vraiment d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée auparavant. Il m'a appris à aimer sans condition ni attente. C'est une leçon que je porterai toujours. Le meilleur genre d'amour nous transforme, dit Léo doucement, même lorsqu'il se termine. Alors que l'obscurité tombait complètement, ils allumèrent les bougies que Léo avait apportées, créant un doux cercle de lumière autour de la tombe. Au-dessus d'eux, le ciel nocturne se dégagea, révélant une brillante canopée d'étoiles. « Regarde », dit Léo soudain, pointant du doigt vers le haut, une météore. Clara suivit son geste juste à temps pour voir un trait de lumière traverser le ciel. Puis une autre apparut, et une autre. « Je ne savais pas qu'il y avait une pluie de météores ce soir, » dit-elle, émerveillée. « Les Perséides, » expliqua Léo. « Elles arrivent chaque année à cette période. J'ai pensé que tu pourrais trouver ça significatif. » De la lumière apparaissant dans l'obscurité, brève mais belle, comme son mariage, pensa Clara. Bref mais beau, illuminant sa vie d'une manière qui perdurait même après que la lumière se soit éteinte. Ils s'allongèrent sur la couverture, leurs épaules se touchant, regardant le spectacle céleste. Le silence entre eux était désormais confortable, rempli d'une compréhension partagée plutôt que d'une tension gênante. « J'ai eu peur », avoua Clara finalement, sa voix à peine un murmure. « De quoi ?» demanda Léo doucement. « D'oublier, d'aller de l'avant, de ressentir à nouveau le bonheur », elle tourna la tête pour le regarder, son profil illuminé par la bougie. « J'ai eu peur de ce qui se passe entre nous. » Léo resta silencieux, lui laissant l'espace de continuer à son propre rythme. Je n'arrêtais pas de penser qu'aimer quelqu'un de nouveau signifierait l'aimer moins, qu'il n'y a qu'une place limitée dans un cœur et que de nouveaux sentiments chasseraient les anciens. « Et maintenant ?» demanda Léo, sa voix prudemment neutre. Clara regarda une autre météore traverser le ciel avant de répondre. « Maintenant, je commence à comprendre que le cœur n'est pas fini. Il s'étend. Mon amour pour lui ne diminue pas parce que je pourrais me soucier de quelqu'un d'autre. » Elle sentit la main de Léo trouver la sienne dans l'obscurité, ses doigts chauds contre sa peau. « Clara » commença-t-il. « Je ne suis pas prête » l'interrompit-elle, se tournant complètement vers lui, pas pour des promesses ou des déclarations, mais je n'ai plus peur. La compréhension inonda l'expression de Léo. Sans mots, il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser doux sur ses jointures, un geste de patience, d'acceptation, de profond respect pour son cheminement. Pendant un instant à couper le souffle, alors qu'une autre météore filait au-dessus, Clara se sentit penchée vers lui, attirée par quelque chose qui semblait à la fois nouveau et familier.
Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, son souffle chaud contre sa joue. Puis elle recula, secouant légèrement la tête. « J'ai peur de ce que je ressens », murmura-t-elle. Au lieu de la déception, le visage de Léo ne montra qu'une tendre compréhension. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra », dit-il simplement. Ils restèrent sous les étoiles jusqu'à ce que la dernière bougie vacille, regardant les météores et partageant des souvenirs. Les siens de son mari, les siens de son enfance avant que la perte ne lui apprenne à construire des murs au lieu de ponts. Au cours de ces heures tranquilles, à côté d'une tombe, avec la nuit qui s'épanouissait autour d'eux, quelque chose de profond changea entre eux. Ce n'était pas l'amour, pas encore, mais c'était une possibilité aussi brillante et prometteuse que les étoiles au-dessus. Lorsqu'ils emballèrent finalement les restes de leur pique-nique, Clara s'arrêta pour toucher la pierre tombale une dernière fois. « Merci », murmura-t-elle, bien qu'elle ne sût pas exactement si c'était à son mari, à Léo ou à l'univers lui-même. Le retour en ville fut paisible. Le deuil de Clara n'était pas effacé, mais d'une certaine manière transformé, n'étant plus un poids qui menaçait de la noyer, mais un courant qui l'avait façonné en quelqu'un de plus fort, quelqu'un capable de traverser les tempêtes et de trouver encore la beauté dans leur sillage. À sa porte, Léo hésita. « Tu iras bien cette nuit ?» Clara hocha la tête. « Mieux que je ne m'y attendais. » Elle scruta son visage à la lumière du porche. « Merci pour aujourd'hui. Peu de gens comprendraient ce dont j'avais besoin. » « J'apprends à écouter, » dit Léo avec un petit sourire, « à entendre ce qui n'est pas dit autant que ce qu'il est. » Alors qu'il se tournait pour partir, Clara l'appela. « Léo. » Il se retourna, son expression ouverte et patiente. « Voudrais-tu passer demain ? Les plans du refuge ont besoin d'être examinés, et j'aurais besoin de ton avis. » L'invitation était simple, pratique en apparence, mais ils la reconnurent tous deux pour ce qu'elle était, un pas en avant, une porte s'ouvrant juste assez pour laisser passer la lumière. « J'aimerais beaucoup, » répondit Léo. Clara le regarda s'éloigner en voiture, puis entra seule chez elle. Le sanctuaire dédié à son mari se tenait toujours à sa place d'honneur. La bougie brûlait encore, mais pour la première fois, Clara ne ressentit pas le poids écrasant du deuil solitaire en s'agenouillant devant elle. « Je pense que tu l'aurais aimé, » dit-elle doucement à la photographie. Dehors, une autre météore traversa le ciel, brève, brillante et belle, comme la vie elle-même. Trop précieuse pour être gaspillée par la peur, pensa Clara. L'abri dans la tempête. Le chapitre 9, l'abri dans la tempête. L'hiver s'abattit sur Cresthaven, apportant avec lui un froid mordant qui s'infiltrait dans la petite maison de Clara malgré tous ses efforts. La vieille fournaise luttait contre la chute des températures, ses plaintes vibrantes emplissant les nuits calmes. « Tu devrais rester dans ma maison d'amis jusqu'à ce que ce soit réparé », insista Léo après qu'une soirée particulièrement glaciale eût laissé des motifs de givre à l'intérieur de ses fenêtres. La société de réparation ne peut venir que la semaine prochaine. Leur relation s'était approfondie depuis la nuit au cimetière, 3 semaines auparavant, évoluant vers une compagnie confortable remplie de repas partagés, de conversations significatives et de touches occasionnelles et hésitantes. Sa main sur le bas de son dos, sa tête reposant brièvement contre son épaule. Pourtant, elle avait maintenu son indépendance, gardant certaines limites fermement en place. « Ce n'est pas si grave », insista-t-elle, bien que ses tremblements contredisent ses mots. « Clara, » dit Léo doucement, « il ne s'agit pas de nous, il s'agit de t'éviter l'hypothermie. » Son cadrage pratique de la situation, dénué de pression émotionnelle, la convainquit finalement. Le lendemain, Clara fit un petit sac et laissa Léo la conduire à sa propriété, en périphérie de la ville, une maison étonnamment modeste pour les standards d'un milliardaire, bien que toujours beaucoup plus grande et luxueuse que tout ce que Clara avait connu. « La maison d'amis est à travers le jardin », expliqua Léo, la guidant le long d'un chemin de pierre, complètement séparé de la maison principale. « Ta vie privée est assurée. » La maison d'amis s'avéra être un charmant cottage avec des équipements modernes dissimulés derrière une architecture traditionnelle. Un feu brûlait déjà dans le foyer en pierre, réchauffant l'espace douillet. « C'est magnifique », admit Clara, posant son sac sur une chaise. « Fais comme chez toi », dit Léo, se dirigeant vers la porte. « Je serai dans la maison principale si tu as besoin de quoi que ce soit, mais sinon je respecterai ton espace. » Clara fut frappée par son attention minutieuse, la façon dont il anticipait ses préoccupations sans qu'elle les exprime. « Merci, » dit-elle doucement. Vivre à proximité de Léo révéla des dimensions de lui que Clara n'avait pas vues auparavant. Elle observait sa routine matinale depuis la fenêtre de son cottage, une course matinale quelle que soit la météo, suivie d'une méditation sur la pelouse givrée.
Elle fut témoin de son intensité concentrée lorsqu'il travaillait à distance, de sa douceur avec le vieux jardinier de la propriété, de son talent inattendu pour cuisiner des repas complexes qu'il lui envoyait souvent via la gouvernante. Ils établirent un rythme, des matinées séparées, des après-midi partagés à examiner les progrès du refuge, des soirées souvent passées ensemble dans sa bibliothèque, discutant de livres, d'idées, et progressivement, de sujets plus personnels. Clara se détendit dans cette nouvelle dynamique, sa garde s'abaissant progressivement à chaque jour qui passait. Lors de sa 4e nuit là-bas, Clara fut réveillée par des voix provenant de la maison principale. Curieuse, elle s'enveloppa d'une couverture et s'aventura sur son petit porche, d'où elle pouvait voir la lumière se déverser des fenêtres du bureau de Léo. Une voix de femme, perçante d'accusation, traversa l'air nocturne. 20 ans, Léo. 20 ans sans un mot, et maintenant tu veux une relation? Clara savait qu'elle devrait retourner se coucher, accorder à Léo l'intimité pour ce qui était clairement une confrontation personnelle. Pourtant, quelque chose la retenait, une curiosité inquiète ou peut-être quelque chose de plus possessif qu'elle n'était pas prête à reconnaître. « Je ne t'ai pas contacté, mère », répondit la voix de Léo, contrôlée mais tendue d'émotion. « Tu m'as contacté après l'article de Forbes sur l'expansion de l'entreprise. Est-ce si difficile de croire que je pourrais vouloir renouer avec mon fils? Tu t'es bien débrouillé. » « Oui, sans aucune aide de ta part, » répondit Léo froidement. « Pourquoi es-tu vraiment ici? Le fonds fiduciaire que mon père a laissé est épuisé, je suppose. » Clara grimaça à l'amertume de son ton. Comprenant finalement des morceaux de Léo qu'elle avait sentis mais jamais complètement saisis, sa tendance initiale à tester plutôt que de faire confiance, son besoin d'autonomie, sa protection minutieuse de son propre cœur. « Tu parles exactement comme lui, » claqua la femme, froid, calculateur, assumant toujours le pire. « Au moins, lui, il est resté, » répondit Léo. Sa voix baissa à un niveau que Clara entendait à peine. Il n'a pas laissé un enfant de 7 ans se réveiller seul dans une maison vide. La conversation continua, devenant plus houleuse jusqu'à ce que Clara entende une porte claquer. Quelques minutes plus tard, une voiture élégante rugit dans l'allée, disparaissant dans la nuit. Clara retourna à son cottage, secouée par ce qu'elle avait entendu. Léo avait mentionné avoir été abandonné enfant, mais entendre la preuve brute de cette blessure lui faisait mal au cœur pour le garçon qu'il avait été. Le matin arriva avec de fortes chutes de neige qui recouvraient la propriété d'un blanc immaculé. Clara s'aventura jusqu'à la maison principale, trouvant Léo dans la cuisine, fixant la fenêtre, une tasse de café froid oubliée dans sa main. « J'ai entendu des voix la nuit dernière, » dit-elle simplement, sans prétendre ignorer. Léo ne se retourna pas, ma mère. Après 20 ans de silence, elle s'intéresse soudain à une relation, ou plus exactement, à mes ressources. Clara se déplaça pour se tenir à côté de lui, leurs épaules se touchant presque alors qu'il regardait la neige. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » dit-il platement. « J'ai cessé d'avoir besoin d'elle il y a longtemps. »« Vraiment ?» demanda Clara doucement, « ou as-tu juste cessé d'espérer ?» Léo la regarda finalement, la surprise traversant son visage à sa perspicacité. « Peut-être les deux, » admit-il. Elle est partie quand j'avais 7 ans. Pas d'avertissement, pas d'au revoir, pas de coordonnées, juste partie un matin. Mon père s'est enterré dans le travail, il a tout fourni sauf la présence émotionnelle. Le rire de Léo n'avait aucun humour. Je suppose que j'ai hérité de cette tendance de lui, résoudre les problèmes avec des ressources plutôt qu'une connexion authentique. Tu apprends, dit Clara doucement, tendant la main vers la sienne. Nous le faisons tous les deux. Le contact sembla briser quelque chose en Léo. Il se tourna complètement vers elle, la vulnérabilité évidente dans chaque ligne de son visage. Toute ma vie, j'ai mesuré l'amour des gens par ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour rester. C'est pourquoi j'ai testé tout le monde, attendu la trahison, gardé mes distances, jusqu'à toi. Qu'est-ce qui a changé avec moi, demanda Clara. Tu avais toutes les raisons de t'éloigner, le deuil, la fierté, mes propres erreurs, mais tu es restée. Présente, honnête, constante. Sa voix baissa. Tu m'as appris que l'amour véritable n'est pas prouvé par de grands gestes, mais par des choix quotidiens de rester, de pardonner, de grandir. L'honnêteté brute de ces mots frappa Clara profondément. Sans réfléchir, elle se rapprocha, plaçant sa main contre sa joue. Léo. Un tumulte soudain les interrompit lorsque la gouvernante fit irruption dans la cuisine. Monsieur Carvet. La tempête a coupé l'électricité dans la moitié de la ville.
Le chantier du refuge est inondé à cause des tuyaux qui ont éclaté. L'instant se brisa. Léo passa immédiatement en mode gestion de crise, passant des appels, organisant des équipes d'intervention. Clara recula, observant sa transformation, d'homme vulnérable à leader décisif, avec une nouvelle compréhension. Des heures plus tard, ils se tenaient ensemble dans le refuge partiellement construit, supervisant les réparations d'urgence. L'eau avait endommagé une partie du placoplâtre et de l'isolation, mais la fondation restait solide. « Nous devrons remplacer toute cette section, dit Léo au contremaître, pointant un mur détrempé. « Au moins une semaine de retard, répondit l'homme sombrement. Clara se plaça aux côtés de Léo alors que les ouvriers se dispersaient pour commencer le nettoyage. « Je suis désolé pour le retard. Les bâtiments peuvent être réparés, dit Léo, sa main trouvant la sienne au milieu du chaos. Certaines choses valent la peine d'attendre. » Le double sens n'échappa pas à Clara. Tandis qu'il se tenait au milieu des dégâts, elle sentit une certitude se former en elle, non seulement concernant l'achèvement éventuel du refuge, mais aussi concernant sa propre disposition à embrasser ce qui grandissait entre eux. Ce soir-là, alors qu'il retournait à la propriété de Léo, épuisé et humide, Clara prit une décision. Au lieu de se diriger vers la maison d'amis, elle suivit Léo jusqu'à la maison principale. « Je ne veux pas être seule ce soir, dit-elle simplement. Lorsqu'il la regarda avec interrogation, l'expression de Léo s'adoucit de compréhension. « Moi non plus. » Ils ne parlèrent pas d'amour cette nuit-là, mais alors qu'ils étaient assis devant le feu, partageant une conversation tranquille jusqu'à ce que l'épuisement les gagne, Clara sut que son cœur avait fait son choix. La tempête qui avait endommagé le refuge avait nettoyé quelque chose en elle, la dernière barrière d'hésitation, la peur finale d'aller de l'avant. Alors qu'elle se retirait finalement dans la chambre d'amis, Clara s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Quand le refuge sera terminé, dit-elle doucement, je veux rentrer chez moi. » La déception traversa le visage de Léo avant qu'il ne se compose. « Bien sûr, quand tu seras prête. »« Tu ne comprends pas, » continua Clara, sa voix ferme malgré le rythme effréné de son cœur. « Je veux rentrer chez moi, mais je ne veux pas y aller seule. » L'espoir qui naquit dans les yeux de Léo fut une réponse suffisante. Il y aurait du temps pour les mots demain, mais ce soir, cette simple vérité suffisait. Ils avaient tous deux traversé des tempêtes qui avaient failli les briser et, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils avaient trouvé refuge l'un dans l'autre. Le retour au foyer le chapitre 10, le retour au foyer le printemps arriva à Cresthaven, apportant avec lui un renouveau qui semblait refléter la transformation de la ville elle-même. Le refuge, officiellement nommé l'espoir de Clara, approchait de l'achèvement, sa présence changeant déjà l'attitude de la communauté envers ses membres les plus vulnérables. Clara en était devenue la directrice de facto, sa vision guidant chaque aspect de l'opération avec le soutien inébranlable de Léo. La maison de Clara avait été entièrement réparée après les dommages de la tempête hivernale, bien qu'elle n'y soit pas encore retournée. Son séjour dans la maison d'amis de Léo s'était prolongé de jour en semaine, puis en mois, évoluant vers un arrangement confortable que ni l'un ni l'autre ne discutaient directement, mais que tous deux chérissaient. Ils maintenaient des espaces séparés tout en partageant la plupart de leurs heures d'éveil, un équilibre qui honorait le besoin d'indépendance de Clara tout en nourrissant leur connexion grandissante. Lors du premier anniversaire de leur rencontre, un jour de pluie qui leur arracha à tous deux des sourires nostalgiques, Clara se tenait dans son bureau, bientôt opérationnel au refuge, disposant des photographies sur son bureau. L'une montrait son mari, son sourire figé à jamais dans le temps. À côté se trouvait maintenant un nouveau cadre contenant un cliché pris sur le vif de Léo travaillant sur le chantier, de la poussière de ciment sur sa joue, de la détermination dans ses yeux. Le passé et le présent, côte à côte, non pas en compétition, mais coexistant dans un cœur qui avait appris à s'étendre plutôt qu'à remplacer. Le bruit familier des pas de Léo attira son attention vers l'embrasure de la porte. Il se pencha là, la regardant avec une appréciation silencieuse. « Tout est prêt pour la grande ouverture la semaine prochaine ?» demanda-t-il. Clara hocha la tête, désignant l'espace achevé autour d'elle. « Juste quelques touches finales. » « C'est plus beau que je ne l'imaginais. »« C'est exactement ce que tu as imaginé, » corrigea Léo doucement. « J'ai juste fourni les ressources. »« Tu as fourni bien plus que cela, » répondit Clara, se dirigeant vers lui. Leur relation s'était approfondie en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, un partenariat construit sur le respect mutuel, un but commun et une confiance soigneusement entretenue. L'affection physique était restée limitée à des touches significatives et à des baisers tendres occasionnels, tous deux comprenant que certains seuils ne devaient pas être franchis tant que des certitudes n'étaient pas établies.
J'ai quelque chose à te montrer, dit Léo, une nervosité inhabituelle dans la voix. Si tu es libre ce soir. Clara l'étudia curieusement. Bien sûr. La fin de l'après-midi les trouva en voiture sous une pluie de plus en plus forte, le temps, un écho étrange de la nuit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Clara regardait les gouttes dévaler sa fenêtre, se souvenant de l'étranger qui avait semblé perdu sur le pas de sa porte ce soir d'orage. Comme il était différent de l'homme à côté d'elle maintenant, et pourtant fondamentalement le même dans tout ce qui comptait. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors que Léo tournait sur la route menant à sa maison. « Tu verras » répondit-il mystérieusement. La pluie s'intensifia lorsqu'ils se garèrent dans son allée. Clara n'avait pas visité sa maison depuis près de 2 mois, bien qu'elle se soit arrangée pour qu'un voisin s'occupe du jardin qui s'épanouissait maintenant malgré l'averse. « Nous allons être trempés » fit-elle remarquer alors que Léo se garait. Il sourit, attrapant un parapluie sur la banquette arrière. « Certaines choses valent la peine d'être mouillées, tu ne trouves pas ?» Ils coururent sous la pluie jusqu'à son porche, où Léo hésita. « C'est ta maison » dit-il sérieusement. « Ton autorisation compte. » Clara déverrouilla la porte, touchée par son respect continu pour ses limites même après tout ce qu'ils avaient partagé. L'intérieur de la maison était impeccable, nettoyé et aéré récemment, réalisa-t-elle, bien qu'elle n'ait rien organisé. « Par ici » dit Léo, la menant vers la porte arrière. Ils montèrent sur son porche arrière, à l'abri du pire de la pluie, mais avec une vue dégagée sur le jardin et la petite cabane au-delà. Clara haleta doucement à ce qu'elle vit. La cabane avait été transformée, son bois altéré remplacé par du bois neuf et robuste. Son toit réparé, un petit porche couvert ajouté à l'avant. Une lumière brillait chaleureusement à travers sa fenêtre malgré l'après-midi gris. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, se tournant vers Léo. « Va voir » encouragea Théil, restant sur le porche tandis qu'elle s'aventurait sous la pluie. Clara traversa le jardin, les gouttes de pluie trempant ses cheveux et ses vêtements malgré son rythme accéléré. À la porte de la cabane, elle s'arrêta, puis la poussa. L'intérieur avait été entièrement rénové en un minuscule, mais parfait, studio d'écriture. Des étagères tapissaient un mur. Un bureau confortable faisait face à la fenêtre donnant sur le jardin, et un petit poêle à bois fournissait de la chaleur. Sur le bureau était posé un journal relié en cuir et une photographie encadrée, non pas de Léo ou même d'eux, mais de Clara servant de la nourriture aux sans-abri ce premier jour. « Tu as mentionné une fois que ton mari savait que tu avais toujours voulu écrire », la voix de Léo venait de derrière elle. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la pluie goûtant de ses cheveux. « Que tu rêvais d'enregistrer les histoires de ceux que tu aidais, de donner une voix aux sans-voix. » Clara se retourna lentement, submergée par la délicatesse du cadeau. « Tu t'en es souvenu ? Je ne l'ai mentionné qu'une seule fois, il y a des mois. » « Je me souviens de tout ce que tu me dis, Clara, » dit Léo simplement, « surtout de tes rêves. » Elle se dirigea vers le bureau, passant ses doigts sur la couverture douce du journal. « C'est parfait. Merci. » « Il y a plus, » dit Léo, sa voix baissant légèrement. Il sortit de sa poche une petite boîte en bois. « Ce n'est pas ce que tu penses, » ajouta-t-il rapidement, voyant son expression. Clara prit la boîte dans ses mains curieuses, l'ouvrant pour trouver non pas une bague, mais une clé ancienne et belle, clairement faite sur mesure. « Qu'est-ce qu'elle ouvre » demanda-t-elle. Léo entra complètement dans le studio, fermant la porte contre la tempête qui se renforçait. « Elle n'ouvre rien. Elle est symbolique. » Il prit une profonde inspiration. « Il y a un an jour pour jour, je suis arrivé à ta porte, perdu de bien des façons, pas seulement géographiquement. Tu m'as montré de la gentillesse alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Tu m'as mis au défi quand j'avais besoin de vérité. Tu m'as appris la patience quand je voulais me précipiter. » Il désigna la clé dans sa paume. « Ceci représente ce que je t'offre, pas la possession ou le contrôle, mais l'accès à ma vie, à mon cœur, à mon avenir, complètement et sans réserve. » Clara fixa la clé, son poids soudain significatif dans sa main. « Léo. Je ne te demande pas en mariage, » précisa-t-il. « Pas encore. Je sais mieux maintenant. » Un sourire toucha ses lèvres. « Mais je voulais marquer ce jour avec quelque chose de significatif, pour te dire que quand tu seras prête ce mois-ci, cette année, ou dans des années j'attendrai. » La pluie tambourinait régulièrement sur le nouveau toit au-dessus d'eux, créant un cocon sonore qui semblait séparer ce moment du reste du monde. Clara leva les yeux vers Léo, voyant dans ses yeux le voyage qu'ils avaient parcouru ensemble, d'étrangers à amis réticents,
à quelque chose de profond qu'aucun n'avait anticipé. Tu m'as demandé en mariage sans me connaître, dit-elle doucement. Maintenant, tu me connais entièrement, mon chagrin, mes peurs, ma fierté obstinée. L'offre tient-elle toujours? Le souffle de Léo se coupa visiblement. Elle tient, avec une conviction plus profonde qu'avant. Clara réduisit la distance entre eux, sa main libre se levant pour toucher son visage mouillé par la pluie. Demande-moi encore, murmura-t-elle. Pas comme avant, comme maintenant, avec la vérité entre nous. La compréhension se fit jour dans les yeux de Léo. Lentement, il prit sa main, celle qui tenait toujours la clé symbolique, et la pressa entre les siennes. Clara vint-on, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion évidente dans ses yeux. Je t'aime non pas comme un sauvetage, ou un défi, ou un symbole, mais comme la femme extraordinaire que tu es. Me ferais-tu l'honneur de partager ta vie avec la mienne? Pour toute réponse, Clara ferma la distance finale entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser. Contrairement à leurs échanges prudents précédents, celui-ci ne contenait aucune hésitation, aucune limite, seulement la certitude d'une décision pleinement prise. La clé symbolique pressée entre leurs mains jointes, Clara enroula ses bras autour du cou de Léo, le tirant plus près. Il répondit avec une passion égale, des années de retenue patiente cédant à un abandon passionné. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux humides, encadrèrent son visage, tracèrent la courbe de son dos avec une ferveur respectueuse. Oui, souffla Clara contre ses lèvres. Oui. La tempête s'intensifia autour de leur sanctuaire, mais ni l'un ni l'autre ne le remarqua. Léo souleva Clara dans ses bras, son poids n'étant rien contre la force de son émotion. Il la pressa contre la bibliothèque, leur corps s'emboîtant parfaitement, leurs baisers s'approfondissant à chaque instant qui passait. Clara se sentit se rendre à des sensations longtemps niées, la chaleur de sa peau sous la sienne, ses mains exploratrices, la force solide de son corps contre le sien, le désir à peine contenu évident dans chaque touche. Pour la première fois depuis la perte de son mari, elle se sentait pleinement vivante, chaque terminaison nerveuse éveillée à la possibilité plutôt qu'à la douleur. Clara, murmura Léo contre sa gorge, son nom étant à la fois une question et une prière sur ses lèvres. Ne t'arrête pas, répondit-elle, ses mains ramenant son visage vers le sien. J'ai attendu assez longtemps. Nous deux. La pluie fouettait les fenêtres alors qu'ils s'enfonçaient ensemble sur le sol, le petit tapis devant le poêle à bois devenant leur lit improvisé. Les vêtements cédèrent la place à l'exploration, l'inhibition aux besoins honnêtes. Clara s'émerveillait de la façon dont Léo la touchait avec révérence, mais sans hésitation, comme s'il avait toujours connu son corps, tout en le découvrant à nouveau à chaque caresse. Leur union ne fut ni précipitée ni hésitante, mais un équilibre parfait de passion et de tendresse. La tempête à l'extérieur fournissait rythme et contrepoint à leurs mouvements, l'approbation de la nature à leur union. Lorsque Clara poussa le nom de Léo, son dos se cambrant sous lui, le tonnerre sembla répondre en écho. Après, ils restèrent enlacés sur le tapis, la pluie tambourinant toujours régulièrement sur le toit. Léo traça de doux motifs sur l'épaule nue de Clara. Son expression était celle de l'émerveillement et du contentement. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela à nouveau, avoua Clara doucement, sa tête reposant sur sa poitrine. Je pensais que cette partie de moi était morte avec lui. Rien de vraiment bon ne meurt jamais complètement, répondit Léo, pressant un baiser sur son front. Ça attend juste d'être réveillé. Ils restèrent dans leur sanctuaire privé jusqu'à ce que l'après-midi cède la place au soir, parlant, se touchant, faisant des plans avec la confiance aisée de ceux qui ont trouvé la certitude. Lorsque la pluie cessa finalement à la tombée de la nuit, ils s'habillèrent à contre-cœur et sortirent dans un monde lavé et propre. L'air sentait le renouveau, la possibilité. Clara ferma la porte du studio derrière eux, la clé pendentive désormais à une chaîne autour de son cou, à côté de son alliance d'avant le passé et le présent, en harmonie plutôt qu'en conflit. Où allons-nous maintenant? Demanda Léo alors qu'ils traversaient le jardin main dans la main. Clara s'arrêta, se tournant pour faire face à la maison qu'elle avait maintenue à la fois comme foyer et comme mausolée pour son deuil. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le sanctuaire toujours entretenu dans le coin du salon, la bougie éteinte pour la première fois en un an. À la maison, dit-elle simplement, mais pas seule. Un mois plus tard, Clara se tenait devant la ville où elle avait été autrefois calomniée et rejetée. À ses côtés, Léo attendait avec une nervosité inhabituelle alors que le maire concluait son introduction. Et c'est avec grand plaisir que j'ouvre officiellement l'espoir de Clara, un refuge qui transformera des vies dans notre communauté pour les générations à venir. Des applaudissements se répandirent dans la foule.
Les mêmes citadins qui chuchotaient autrefois derrière leurs mains se tenaient maintenant dans l'admiration de la femme à qui ils avaient fait du tort. Clara s'avança pour couper le ruban de cérémonie, Léo à ses côtés alors que les caméras clignotaient pour capturer l'instant. Léo se tourna soudain vers Clara, s'agenouillant devant la foule étonnée. Un souffle coupé collectif s'éleva alors qu'il présentait une bague qui captait la lumière du soleil printanier dans un éclat éblouissant. « Clara Vinton, dit-il, sa voix portant clairement jusqu'à chaque coin du rassemblement, tu m'as appris un jour que le vrai respect ne peut être commandé. Il doit être gagné. » Il prit sa main doucement dans les siennes. « J'ai essayé de gagner ta confiance, ton amitié, ton amour. Maintenant, devant toute la ville qui t'a autrefois jugé si durement, je te demande si tu me feras l'honneur extraordinaire de devenir ma femme. » Clara regarda cet homme qui s'était transformé pour elle, puis la foule qui regardait, le souffle coupé. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois appelé des noms ignobles assistaient maintenant à son triomphe. La symbolique ne lui échappa pas. Les larmes brillant dans ses yeux, Clara tira Léo sur ses pieds. Une demande en mariage en bonne et due forme mérite une réponse en bonne et due forme, dit-elle assez fort pour que tous l'entendent. Puis elle l'embrassa, non pas une simple bise, mais une étreinte passionnée qui ne laissait aucun doute quant à sa réponse. La foule éclata en acclamations et applaudissements, une joie sincère remplaçant la malice qui avait autrefois défini leur attitude envers elle. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, essoufflé et souriant, Léo glissa la bague à son doigt pour rejoindre la clé symbolique qu'elle portait toujours autour de son cou. « Je t'aime », murmura-t-il contre son oreille, « par tous les temps, à travers toutes les saisons. » « Et je t'aime », répondit Clara, aucune hésitation dans sa voix ou son cœur, pour m'avoir appris que les fins peuvent devenir des débuts quand on est assez courageux pour ouvrir la porte. Au-dessus d'eux, les nuages se séparèrent pour révéler un ciel bleu parfait. La bénédiction de la nature sur un amour qui avait été forgé sous la pluie, mais qui s'épanouirait sous le soleil. La veuve notoire et le PDG milliardaire avaient trouvé l'un dans l'autre ce qu'aucun n'avait osé espérer, non pas le sauvetage ou la rédemption, mais le partenariat, la passion et le courage de bâtir quelque chose de beau à partir des cendres de leurs douleurs séparées. Leur histoire d'amour, tout comme le refuge qui portait le nom de Clara, témoignait du pouvoir des secondes chances et de la vérité selon laquelle parfois, les plus grands voyages commencent par un simple coup frappé à une porte pendant une tempête.